session d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, bonjour. Nous allons commencer notre session d'aujourd'hui qui continue à parler sur les équipements de protection et cette fois-ci, nous sommes orientés vers la médecine vétérinaire. Quels sont les équipements de protection et leurs indications? Et les équipements de protection chez les vétérinaires sont vraiment essentiels pour assurer leur sécurité face aux nombreux risques liés à leur métier. Et pour cela, notre intervenant de ce jour sera docteur Guy Gérard Kwame. Docteur, vous êtes avec nous? Bonjour à tous. Là. Bonjour, docteur. D'accord. Docteur Guy Gérard Kwame qui sera notre intervenant de ce jour. Il est, voilà, il a une thèse un doctorat consacré sur la brucellose et il a été un leader qui a coordonné pendant longtemps la riposte des épidémies Ebola en République démocratique du Congo et il a dirigé plusieurs équipes. Il est expert en One Health et il a plus de 30 ans d'engagement dans la santé humaine, animale et environnementale. Donc, c'est la personne idéale, bien taillée, pour nous parler de ce qui concerne la protection individuelle et leurs indications. Donc, on va moins grignoter le temps sur l'introduction et on va laisser la place à Dr Guy. Si vous pouvez déjà partager votre écran, docteur, comme ça nous allons pouvoir commencer. Voilà. Ça se Mais voit, tu vois? c'est visible. Oui, oui, c'est visible. Mettez en format présentation. Ouais. Voilà. C'est bon. Sur ce, docteur, nous vous donnons la parole concernant les équipements de protection individuelle et leurs indications. Merci Dixon. Merci. Bonjour à tous et merci encore une fois à l'équipe qui m'associe à ces webinaires du vendredi. Ça devient pour moi une bonne routine. OK. Et je suis content de revoir Dixon avec qui j'ai travaillé effectivement sur les épisodes d'Ebola en RDC. Je dois parler aujourd'hui des équipements de protection individuelle qu'on appelle EPI ou bien PPI et leurs indications en médecine et vétérinaire. Voici le plan de travail que je vous propose en 9 points, allant d'une introduction à la conclusion. Et en général, quand on parle d'épi en médecine vétérinaire, on pense immédiatement à une vieille blouse blanche, rugueuse, des gants qui collent, peut-être, si on a la chance, une visière. En tout cas, ce n'est pas en médecine vétérinaire, on m'a dit que ça semble ne pas être obligatoire. Donc, mon but ici, c'est de vous rappeler que les épis, ces protections-là, sont des boucliers pour nous et nous protègent non seulement nous, nos familles, les patients, l'environnement et tout le monde. À titre d'exemple, je voudrais vous dire que plus de 60% des vétérinaires, et s'il vous plaît, quand je dis vétérinaire ici, c'est toute la famille vétérinaire, donc les vétérinaires, les assistants, les ingénieurs, les paravétérinaires, c'est tout le monde hein, que je mets dans le terme vétérinaire. Plus de 60% donc des vétérinaires déclarent avoir été mordus au moins une fois dans l'année et les projections de liquide biologique les ont touchés également. Donc, c'est un danger.
Il y a aussi quelquefois des zoonoses, que ce soit la teigne, la gale, pourquoi, bon, peut-être pas la rage, mais la leptospirose, et aussi ceux qui manipulent la radio, ils ont été exposés. Alors, en guise d'introduction, je voudrais vous donner des définitions simplifiées, hein. Nous ne sommes pas des experts d'épis, mais voici une définition ici. C'est l'ensemble des dispositifs destinés à protéger le professionnel contre les risques auxquels il est exposé dans l'exercice de son métier. Ça veut dire que EPI, ce n'est pas seulement vétérinaire, ce n'est pas seulement médecin, mais tout professionnel exposé a droit à cette protection, n'est-ce pas? Une autre définition, c'est tout équipement destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs dangers susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité. En pratique, on peut dire que les EPI, ce sont des outils de protection personnelle. Ce n'est pas une contrainte, c'est une armure, c'est-à-dire que ça nous protège. Donc, l'épi est la dernière barrière entre les dangers auxquels nous sommes exposés et nous. Il y a trois piliers pour cette protection. Nous nous protégeons nous-mêmes en tant que soignants, en tant que techniciens. Nous protégeons nos patients, nos clients, qui sont souvent des animaux. Et puis, nous protégeons la communauté. En ce qui concerne notre protection personnelle, c'est l'évidence même. Nous sommes là, c'est pas parce que nous nous sacrifions pour une cause que nous allons en mourir. Donc, nous sommes exposés quotidiennement à ces dangers, à des morsures, à des griffures, à des coups, mais aussi à des dangers biologiques tels que la rage, hein, la teigne, etc. Il y a aussi des dangers physiques, nous allons les énumérer plus tard. Nous protégeons nos animaux parce que nous prenons soin des animaux. Il est important que nous ne soyons pas un mauvais relais d'un animal à l'autre. Et enfin, nous protégeons la communauté parce que si nous sommes exposés à ces dangers, il est possible que nous transportons ces dangers dans la communauté. Alors, quel est l'objectif ou quels sont les objectifs de ce travail? Je vous en propose deux. C'est comprendre l'étendue des risques auxquels nous faisons face chaque jour et identifier précisément quel épi est utilisé contre quel danger. Avant de nous intéresser aux dangers, je vous ai fait ici une liste non exhaustive des lieux ou des services où nous allons trouver des vétérinaires. Le vétérinaire n'est pas seulement un clinicien, nous allons le trouver effectivement dans les cabinets vétérinaires, mais aussi dans le milieu rural, dans les hôpitaux ou écoles vétérinaires. Hein, vous voyez ici euh, un petit catalogue de là où les vétérinaires et agents vétérinaires travaillent. Et à part peut-être ceux qui sont purement bureaucrates, vous verrez que tous ces vétérinaires sont exposés à des dangers en fonction de là où ils sont. Ça, c'est à titre indicatif. Alors, les deux termes danger et risque, souvent, nous les mélangeons. Voilà pourquoi je me permets de nous faire ici un petit rappel pour faire la distinction entre danger. Le danger, c'est un agent biologique, chimique ou physique présent dans les denrées alimentaires ou dans l'environnement ou enfin, un peu partout et qui sera néfaste pour notre santé. En tout cas, c'est quelque chose qui a le potentiel de causer un tort à nous et aux autres. Par contre, le risque, c'est une probabilité, c'est une fonction de probabilité et de la gravité d'un effet néfaste sur la santé à la présence d'un danger. D'accord? Le danger, on le verra, ça peut être un virus. Mais est-ce parce que le virus est dans le milieu que nous allons
l'avoir. Non, il y a une probabilité et cette probabilité est plus ou moins forte en fonction de là où nous sommes. D'accord? Donc, le risque, c'est la probabilité qu'un dommage se produise ainsi que sa gravité. Alors, quels sont les dangers? J'en ai déjà plus ou moins parlé. Le premier danger que je vous propose ici, c'est le danger biologique. Le danger biologique. Le danger biologique, ce sont les micro-organismes, les bactéries, virus, champignons, parasites qui sont présents dans les liquides et sécrétions de nos patients. Par exemple, le sang, présent dans le sang. D'accord? Voilà pourquoi. Où est-ce qu'on va le trouver? On va le trouver dans le sang, on va le trouver dans les urines et les selles, on va trouver cela dans la salive. Et sous quelle forme? Eh bien, rappelez-vous les zoonoses. Qu'est-ce que nous allons trouver? Je vous parle ici de la teigne, leptospirose, passerellose, rage, bruxellose, etc. Il y a aussi des parasites internes. D'accord? Donc, les zoonoses, ce sont des risques. Les zoonoses occasionnent des risques insidieux et ils sont toujours présents. Ils sont présents où? Ils sont présents dans les fluides corporels que j'ai cités plus haut. Deuxième danger que nous ne devons pas négliger, ce sont les dangers chimiques. Les dangers chimiques, ben, nous sommes exposés quotidiennement à ces dangers chimiques. D'accord? Ça peut être des désinfectants. Il y a les anesthésiques gazeux. Il y a également des médicaments, surtout quand il s'agit de chimiothérapie. Donc, les médicaments, les anesthésies, etc., sont pour nous des dangers physiques. Je n'oublie pas ici les désinfectants qu'on néglige. Nous utilisons pour désinfecter, par exemple, nos salles, ne serait-ce que l'eau de Javel. Eh bien, l'eau de Javel peut constituer un danger chimique pour nous. Ce que nous connaissons le plus, ce sont les dangers physiques. Les dangers physiques, c'est ce qui peut occasionner en général des blessures pour nous. Alors, ça sera des morsures, ça sera des griffures, des coups de sabot, ok, des coups de corne. Je pense que les vétérinaires et agents vétérinaires connaissent très bien cela. Chaque jour, nous avons des accidents de ce genre. Mais ce que nous avons moins, ce sont les radiations ionisantes, mais ceux qui manipulent les rayons X, ceux qui font les radios, savent de quoi je parle. On peut avoir également des brûlures, d'accord? On peut avoir des coupures et des piqûres parce que nous utilisons des aiguilles, nous utilisons les bistouris, etc. Et ces éléments peuvent entraîner des plaies ouvertes. Le dernier groupe de dangers ici, ce sont les allergènes. Les allergènes, ben, nous pouvons être exposés à des allergènes dans notre environnement de travail. Certaines personnes sont allergiques aux poils et aux squames animaux, la poussière des litières et également les acariens. Alors, vu comme ça, nous avons tous les dangers, nous pouvons savoir où retrouver ces dangers. Voilà pourquoi nous allons utiliser pour nous protéger contre ces dangers, justement les épis, les équipements de protection individuelle. Alors, la première protection, c'est la protection des mains, parce que le premier élément qui est exposé, en ce qui nous concerne, c'est la main. Donc, nous disposons d'une série de gants, par exemple les gants d'examen euh, non stériles. Hein. J'ai pris ici les couleurs bleues. Vous connaissez aussi ces gants d'examen. Les vétérinaires connaissent très bien, ça c'est pour la fouille. Voilà, ce sont des gants non stériles. Nous avons des gants stériles pour, par exemple, la chirurgie, c'est ce que nous allons utiliser. Donc, les gants sont utilisés en fonction de l'acte que nous posons. Il y a également des gants de manipulation chimique. Hein, ce sont des gants qui sont épais que nous utilisons également. Enfin, nous avons des gants
de contention qui sont des gants très doublés qui font par exemple que les morsures ne sont pas possibles. Je vous donne l'anecdote suivante. On était parti dans une ferme de crocodiles. Il y avait un tout petit crocodile qui était là et un ami a voulu jouer avec. Eh bien, aussi petit que soit, quand le crocodile l'a mordu, ça a transpercé son doigt. Donc, il est important de porter des gants de contention renforcés comme ceux-ci pour nous protéger. Ensuite, nous allons nous protéger les yeux et les voies respiratoires. C'est ce qu'on appelle le bouclier facial. Le masque chirurgical que nous tous nous connaissons grâce à Corona. Nous avons aussi des masques spécifiques que nous allons utiliser dans des conditions particulières et nous avons les lunettes de protection et les visières. D'accord? Le troisième groupe, ben, c'est notre deuxième pot, hein, c'est les blouses que nous portons. Nous portons des blouses, ça peut être des blouses en coton réutilisables. Je travaillais à l'abattoir où les gens portaient leur blouse pour se saper et rentrer à la maison. Je pense que la blouse, son rôle, c'est pas ça, c'est de porter et travailler. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Il y a les blouses à usage unique qui ne sont pas forcément stériles et il y a des blouses de chirurgie qui sont stériles. Il y a aussi des tabliers que nous pouvons porter souvent. Enfin, dans les protections, il y a les protections des pieds ces protections sont souvent oubliées et malheureusement ou heureusement, ce sont des protections nécessaires. Alors, nous avons les bottes et les sabots que nous utilisons, mais nous avons également des surchaussures à usage unique. Attention, les bottes et sabots que nous utilisons pour le travail, ça doit rester au travail. On ne porte pas ça pour aller à la maison. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez transporter certains éléments, certains germes du travail à la maison. J'avais dit enfin, mais on peut ajouter quand même des équipements de haute technicité. D'accord? Ce sont des équipements utilisés en radioprotection. Ben, ça, c'est pour des travaux vraiment spécialisés. Radioprotection ou bien chimiothérapie, ce sont, euh, on ne les voit pas toujours, mais c'est juste pour dire que ça s'utilise. Alors, les conditions d'utilisation des épis, c'est la règle des sept, enfin, ce sont les 7 M. Les 7 M, non, les 7 règles que je vous propose. L'équipement que nous portons doit être adapté. On ne va pas porter n'importe quoi, n'importe quand, mais il faut qu'on sache dans les conditions dans lesquelles nous travaillons et puis nous allons nous habiller en conséquence. D'accord? C'est ce que l'on fait le plus souvent. Par exemple, si nous avons porté des gants en latex simple, nous ne serons pas surpris si nous manipulons, que nous soyons piqués par une aiguille ou bien coupés par un scalpel, n'est-ce pas? Donc, nous devons faire attention à cela. Deuxièmement, l'épi doit être en bon état. Lorsque l'épi est endommagé, ben, c'est comme si on n'avait rien porté. Donc, c'est une porte d'entrée de tous les maux. D'accord? Donc, nous devons faire attention à cela. Toujours, par exemple, quand nous portons un gant, surtout un gant stérile, nous devons faire attention qu'il n'y ait pas de trou, qu'il n'y ait pas de déchirure avant de les enfiler, avant de les porter. Troisièmement, l'épi doit être à la bonne taille et correctement ajusté. Si je prends toujours le gant, vous avez vu que souvent nous avons des gants S, M, L. Si vous avez des doigts L, que vous portez des S, bon, ça va rapidement se déchirer et ça ne servirait à rien. Donc, il faut porter la bonne taille. Le quatrième point, l'épi est strictement personnel. Strictement personnel, surtout lorsqu'il est réutilisable. Chacun doit avoir ses épis parce qu'il sait ce qu'il a fait et il doit
Il ne doit pas partager avec quelqu'un d'autre. Cinquièmement, l'épi a une durée de vie et des limites d'utilisation. Surtout ceux qui sont stériles, vous verrez des dates même quand ils ne sont pas stériles, vous verrez des dates d'utilisation. Et puis, lorsqu'on dit usage unique, hein, il ne sert à rien d'aller laver ça pour reporter, alors que on sait qu'après, ça va, ce n'est plus utile. Et puis, il y a la date de péremption à respecter. Le sixième point ou la sixième règle, l'épi doit être stocké correctement en fonction de ce que le fabricant a dit. D'accord? Surtout par chez nous où il fait chaud, nous devons faire attention à ne pas nous exposer les bois de gants, par exemple, n'importe quand, n'importe comment ou n'importe où, parce que quand vous allez revenir, vous allez prendre, vous allez voir que c'est gluant, c'est collé, etc. Et ça ne servira à rien. Enfin, septièmement, l'épi doit être mis et retiré selon une procédure stricte, hein. C'est les procédures d'habillage et de déshabillage. Nous n'allons pas faire ça ici, mais sachez que cela existe et il y a vraiment une procédure à respecter. OK? Lorsque vous ferez des formations, on va vous montrer comment est-ce qu'il faut s'habiller et comment est-ce qu'il faut se déshabiller. Il y a des règles. Par exemple, quand on doit enlever, la première chose qu'on doit enlever, ce sont les gants, hein. Ce sont les gants, et puis on se lave les mains, ensuite on s'attaque aux autres. Mais ici, nous n'allons pas faire ça, c'est un cas pratique, nous n'allons pas faire ça ici. Le tableau suivant nous donne les guides, nous donne un guide des indications par type d'acte. Nous avons résumé ici les actes que nous faisons généralement. Cela va d'une simple injection à des cas complexes. Et en face, vous avez ce qu'il faut. Par exemple, les gants d'examen, les masques, les lunettes, les tabliers, etc. Si nous prenons, par exemple, prenons le premier point, examen général. Vous êtes au laboratoire, en clinique, et on vous envoie un animal. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez porter des gants? On te dit ici, par exemple, oui, c'est recommandé. Si l'animal a des muqueuses ou des lésions que vous allez toucher. D'accord? On dit que l'animal a des aftes, par exemple, dans la bouche. Vous allez mettre la main dans la bouche. Il est important de vous protéger. C'est vrai que très souvent, nous travaillons sans gants, mais ça, c'est recommandé. Et puis, vous voyez dans la colonne blouse, on vous dit oui, il faut porter une blouse. Donc, ce tableau, nous allons regarder ça superficiellement. Ceux qui le veulent l'auront. Le nettoyage des plaies, par exemple, ben, ce sont les muqueuses, donc il faut porter des gants et il faut porter une blouse. Il est recommandé également de porter des lunettes. Euh, Contention d'animaux agressifs, ben, il faut porter des gants adaptés, il faut porter une blouse, etc., etc. Nous avons plusieurs points. Oh, sorry. Nous avons plusieurs points comme ça. À chaque fois, vous aurez un point. Et avec ce tableau, il y a 90-95% des actes que pose le vétérinaire qui ont été répertoriés ici. Et à partir de ce tableau, ce que nous ferons, nous identifierons le danger et en fonction de la situation, en fonction de l'acte, nous saurons comment nous comporter. Un élément important, ne fait pas n'utilise pas les épis ou les PPI qu'il veut, quelle que soit votre spécialité, il est important de bénéficier d'une formation. Hein, la formation, c'est pour vous-même parce que vous devez savoir comment cela doit se faire. D'accord? Donc, c'est d'abord la sélection appropriée des épis selon le contexte et le risque. Ça, nous devons savoir. Quelles sont les bonnes pratiques du port et du retrait? Nous avons parlé d'habillage et de déshabillage. Quelle est l'importance de l'hygiène des mains avant et après le port des épis? C'est capital, hein. J'insiste, la
partie la plus dégueulasse, la partie la plus sale de notre organisme, de notre corps, c'est nos mains. Donc, chaque fois que nous devons poser un acte, nous devons les laver, les nettoyer, en tout cas, les désinfecter. Après avoir posé un acte également, cela est important. L'important donc de l'hygiène des mains et la reconnaissance des situations de risque infectieux accrus. OK? Donc, cette formation va nous aider à réduire les accidents professionnels et assure une meilleure sécurité sanitaire pour tous. Je rappelle ici les 5 M d'Ishikawa. Je pense que beaucoup de personnes savent ce que c'est que les 5 M d'Ishikawa. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro et rapidement nous rappeler les 5 M d'Ishikawa? Non? Est-ce que quelqu'un connaît les 5 M d'Ishikawa ici, qui nous permet de retenir? Le nom peut ne pas être là-dedans, mais probablement que lorsque vous allez les énumérer, quelqu'un pourrait bien rapidement s'en souvenir. D'accord. Le premier M, c'est la main-d'œuvre. Valérie, pardon? Allô? Monsieur Kouma? Allô? Oui, Oui, Kouma? allez-y, Oui, allez-y. bon, en fait, là, par rapport au 5M d'Ishikawa que je connais, Il n'y en a pas on nous deux, il y a parle un seul. de la méthode, on nous parle de la méthode, c'est-à-dire la Oui, procédure, ou bien le mode opératoire et protocole. Il y a le exact, matériel aussi, ex- l'outil de l'équipement ou infrastructure. exact, Le troisième, c'est la main-d'œuvre, c'est la compétence, formation, comportement du personnel. exact, Euh, Quatrième, c'est le milieu, on ne va pas dire l'environnement, exact, les conditions extérieures. Voilà, et enfin, maintenant, la matière même, qui est l'intrant, la matière première de le produit utilisé. d'accord. Merci beaucoup, Kouma. Effectivement, ça, ce sont les 5 M que vous devez vous rappeler ici aussi. Parce que si je prends la main d'œuvre, c'est-à-dire le personnel qui travaille, eh bien, c'est le personnel qui peut passer d'un malade à une personne saine et transmettre ainsi la maladie. On a dit que les mains, c'est ce qu'il y a de plus dégueulasse et ces mains-là, ça peut servir à transposer. Deuxièmement, le matériel que nous utilisons. Nous avons eu par exemple la PPA il n'y a pas longtemps en Côte d'Ivoire, eh bien, la peste porcine africaine, vous allez prendre vos seringues, vos aiguilles, vous allez piquer un animal malade et sans désinfecter, vous allez utiliser le même matériel pour aller sur un animal sain. Ça ne se fait pas. Troisièmement, la matière sur laquelle vous travaillez. Si l'animal est malade, si l'animal est enragé, eh bien, le contact avec cet animal enragé, ça peut vous créer des problèmes. Ici, c'est ça, le matériel, ça sera ce sur quoi vous travaillez. Le, le milieu, le milieu, par exemple, c'est les maladies qui traînent dans le cabinet, les maladies qui traînent dans la forêt, les maladies qui traînent dans le zoo. Eh bien, toutes ces maladies-là, c'est dans l'environnement. Et si vous ne faites pas attention, eh bien, on peut passer d'un état malade à un état, à une personne qui n'est pas malade. Et enfin, la méthode, c'est la façon dont vous travaillez. On vous dit de stériliser, par exemple, euh, vos appareils euh, à, à ébullition. Eh bien, quand ça arrive à 70 degrés, vous considérez que c'est bon. Donc, la méthode que vous avez utilisée peut jouer un sale tour dans, euh, dans votre travail. Merci, Monsieur Kouma. Alors, en guise de conclusion, hein, pour ne pas trop prendre le temps et puis pour pouvoir poser des questions, nous sommes arrivés à la fin de ma présentation. Donc, il y a ces 5 points que nous allons retenir.
Les épis sont pour nous une barrière essentielle, ce n'est pas une option. Donc, nous devons faire attention, c'est une barrière. Donc, ça nous protège. Deuxièmement, l'épi est une responsabilité professionnelle. Ça doit être inscrit euh, dans tout ce que nous faisons. D'ailleurs, si vous allez plus haut, je sais que dans nos différents pays, le gouvernement, l'État a pris des arrêtés ou des décrets en ce qui concerne la protection du personnel. Donc, il faut que nous protégeons notre santé, il faut que nous protégeons nos patients, qui sont des animaux, et aussi la communauté. Troisièmement, il n'y a pas de petits risques. Il ne faut pas dire que comme j'ai l'habitude de faire comme ça, je vais faire comme ça. Non, il faut te protéger à chaque moment et il faut évacuer cette notion de routine. Quatrièmement, la contamination se produit souvent au déshabillage. C'est quand on enlève l'épi que l'on se contamine. Donc, il faut bien maîtriser la technique de relais, bien sûr, la technique d'habillage aussi, mais quand on enlève, il faut bien faire cela. Et dernier point, le choix est stratégique. Hein. Il faut bien connaître les dangers auxquels nous sommes exposés. Il faut bien connaître le risque qui est là et se comporter en conséquence. Voilà en quelques mots, docteur Dixon, euh, l'objet de ma présentation. Merci à tous de votre attention. Je suis prêt à répondre à des questions, mais les questions, ce n'est pas pour moi seulement, c'est pour nous tous. Merci. Merci beaucoup, docteur Guy Gérard. Je me retrouve dans votre rigueur de comment vous l'appliquez même en leçon dans cette présentation. Et aussi, je rappelle certaines choses que vous avez dit, comme que 60% de vétérinaires sont touchés par les liquides biologiques lors de l'exercice de leur travail au quotidien et plus de 60% aussi se retrouvent facilement mordus lors de leur travail. Et surtout, il ne faut pas oublier, comme vous l'avez dit, que l'équipement de protection individuelle reste la dernière barrière qui nous protège et qui est vraiment un outil de protection essentiel. Mais aussi, avant de porter l'équipement, il faut faire l'évaluation des risques. Il faudrait voir on est face à quel risque pour choisir le bon équipement euh, face à cette situation. Et surtout, n'oublions pas de bien stocker les équipements de protection et toujours prendre la taille qui est adaptée à nous avant de porter, parce que cela peut aussi nous mettre à risque. Et surtout, n'oublions pas de porter les équipements de protection selon les procédures standardisées que nous avons dans nos différents pays ou lieux de travail. Sur ce, chers collègues, celui qui a deux commentaires, deux ajouts, avant que nous puissions prendre des questions, peut se manifester et prendre la parole. Oui, Monsieur Jean-Pierre Casadi. Merci beaucoup, docteur Dixon, et toutes mes félicitations aux présentateurs de ce jour. Euh, je n'ai pas de commentaires, mais j'ai seulement une question d'éclaircissement adressée aux présentateurs. Si vous me permettez, je voudrais juste savoir, dans les domaines vétérinaires, les patients euh, n'ont pas la même agressivité. Alors, comment le vétérinaire, dans les ports des épis, peut s'y prendre pour euh, les soins devant, par exemple, les volailles, pour les chiens qui sont plus ou moins agressifs, pour les autres animaux, notamment les animaux de grande taille, et c'est là en fonction du risque
en face. Merci. Merci beaucoup, docteur Guy Gérard. Oui, merci Jean-Pierre. Je pense que toi-même, le dernier mot, c'est le risque. Ce risque est évalué par rapport au type d'animaux à qui nous avons affaire. D'emblée, nous saurons ce qu'il faut faire. Bien sûr, on peut être surpris, mais pour ne pas être surpris, il faut prévoir. Donc, en général, nous avons un comportement adapté au type d'animaux auxquels nous avons affaire. Tu as raison, quand nos amis s'en vont dans la forêt pour courir derrière les animaux sauvages, par exemple, ils ont un autre comportement qui est différent à quand il s'agit de poulets qui, en cage. Donc, oui. L'évaluation des risques commence par là, par l'identification de l'espèce animale à laquelle nous avons affaire. Merci beaucoup. Merci, docteur Guy. Nous tenons aussi à rappeler que l'équipement de protection individuelle est strictement personnel et surtout les équipements réutilisables. Docteur Guy, nous avons reçu une préoccupation dans le Oui. chat où un collègue demande si, en cas d'absence d'équipement de protection et que le chef l'exige quand même à travailler sans équipement de protection, que doit faire cette personne? Ça, c'est une très bonne question. On a dit protection individuelle. C'est ta sécurité d'abord. Si ton chef te donne des ordres alors qu'il y a un risque, je pense que la première chose, c'est de refuser. Et un bon chef, je dis bien un bon chef, dans ces conditions, s'il pense qu'il est urgent d'agir, le bon chef lui-même prendra les devants. C'est ce que je peux dire. Si c'était moi, c'est comme ça que j'allais faire. S'il y a une urgence, que nous n'avons pas la protection nécessaire, soit on attend d'avoir la protection nécessaire, ce que je conseillerais, soit le chef lui-même prendra les devants pour le travail. Mais ne mettez pas votre vie à risque pour un chef. Merci, docteur. Je rappelle encore que vous avez souligné un élément très important, c'est que avoir les équipements de protection individuelle, c'est bien, mais avoir la formation aussi sur comment les utiliser, où et quand, c'est essentiel. Donc, au terme de petits entretiens et échanges, c'est toujours intéressant de faire aussi un retour d'information à ceux qui vous entourent, avec ceux avec qui vous travaillez. Parce que même si vous vous protégez individuellement, mais nous sommes dans le One Health et chaque collègue peut être potentiellement dangereux pour l'autre. Donc, il faudrait faire passer l'information. En effet. Je peux Et ajouter quelque chose? allez-y, docteur. Oui, ce que tu as dit est capital, hein. Alors, quand on était parti, par exemple, pour Ebola, eh bien, c'est pendant les épisodes d'Ebola que certains vétérinaires, par exemple, ont appris, enfin, pas de certains vétérinaires, la plupart des vétérinaires ont appris à porter les PPE. C'est dommage. Une petite formation en amont, de façon continue, hein, pour maintenir les esprits, ça fait du bien. Donc, s'il vous plaît, s'il y a des responsables de groupe, des team leaders ici, je vous demanderai de faire des formations à votre personnel le plus souvent et le plus tôt possible. Merci. Merci beaucoup, docteur Guy Gérard. La prochaine question que le collègue demande, c'est de savoir quel est l'équipement de protection adapté pour les personnes allergiques aux acariens. Docteur Guy, docteur Valérie et tout autre collègue qui a des informations, n'hésitez pas à lever la main et prendre la parole. D'accord. Euh, je vais parler et puis après, docteur Valérie va ajouter. Je pense que, par exemple, pour les acariens, c'est le contact avec la peau et c'est la respiration. Donc, euh, si vous protégez le nez et vous portez votre blouse, déjà, cela suffirait. Mais
Je ne sais pas si docteur Valérie a quelque chose à ajouter parce que ce sont des choses aussi qui arrivent en médecine humaine. Docteur Valérie? Non, il n'est pas là. Mais si quelqu'un d'autre veut ajouter, on est là pour s'enrichir les uns les autres. Ouais. Quelqu'un a d'autres suggestions par rapport à la protection contre l'équipement de protection utilisable pour les personnes qui sont allergiques aux acariens? Je pourrais bien placer quelques réponses. Bien sûr. Merci beaucoup. Allez-y. Mais alors, les allergènes, merci d'abord au docteur Guy pour cette présentation très claire et concise. Il faut dire une rigueur dans la manière de couper et de présenter les bonnes choses. En tout cas, cela m'inspire énormément. Alors, Merci. quand on parle des acariens, eh bien, il faut les voir à tous les niveaux. Vous avez leurs différentes composantes qui peuvent être aussi dans l'air. Il y en a aussi qui peuvent vous piquer. Et donc, vous voyez que tout cela sera en fonction du risque euh, auquel on aura affaire. Par exemple, une série qu'il faille porter et qui vont de la tête aux pieds. Donc, cela, on doit en tenir compte. Mais quand vous en avez aussi qui peuvent être sous forme d'allergènes et qui se déplacent dans l'air, le masque est indiqué à ce propos-là. Mais dans la prévention aussi, on sait bien qu'il y en a aussi qui reçoivent des médicaments qui peuvent être donnés en ce moment-là. Lorsque vous avez les différents types de prévention, nous avons la primaire, la secondaire et la tertiaire. Il faudra tenir compte de tous ces événements-là. Quand on parle donc de prévention, par exemple, lorsqu'on a des séquelles qui sont liées à cette allergie-là. Lorsqu'elle s'est installée, comment est-ce qu'on va pouvoir s'y prendre? Donc, nous allons aussi circonstancier nos interventions en fonction de la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Et cela est très important en fonction des cas et des types d'acariens que nous avons, parce que tous aussi, pour les interventions anti-allergiques ou bien pour ce que nous avons euh, comme des réactions anaphylactiques, hein, c'est là qui sont les plus à craindre. Nous avons des réactions en fonction de cela. Et dans notre trousse de sécurité, ce que nous avons déjà au niveau de notre endroit du travail, nous devons avoir un chariot que nous avons ou bien un kit que nous avons d'intervention rapide pour ce qui est d'urgence sur lesquelles il faudra intervenir. Donc, on devra en tenir compte en fonction des contextes. Merci. Merci. Merci beaucoup, docteur Valérie. C'est toujours un plaisir de vous entendre parler. Docteur Guy, vous avez quelque chose d'autre à ajouter? C'est Non, bon. non, je pense que c'est ce qui a été dit par Dr Valérie et il est important puisque nous travaillons dans le cadre du ONF, par exemple, si nous avons des insuffisances au niveau des services vétérinaires, de faire appel à nos collègues du corps médical pour les formations. Merci. Merci beaucoup, docteur. Et une préoccupation, la différence, est-ce que vous pourriez nous faire une petite différence entre la tenue de travail et l'équipement de protection? Parce que souvent, on a tendance à confondre les deux, c'est-à-dire que la blouse blanche qu'on met est un équipement de protection individuelle et souvent, il y a cette confusion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Oui, s'il vous plaît? oui, Merci. oui, oui. Bon, je pense que c'est une question de logique, hein. Ce que vous prenez de la maison pour venir au travail, ça, c'est votre tenue de maison où vous devez venir pour aller au bureau. Mais quand vous arrivez, voilà pourquoi nous avons des vestiaires. Quand vous arrivez, vous devez vous défaire de votre tenue en fonction de là où vous êtes, bien sûr. Si tu es un vétérinaire dans un bureau quelque part où tu n'as pas de contact avec les animaux, où il n'y a pas de danger particulier, c'est autre chose. Mais si vous travaillez, par exemple, dans un zoo, dans une clinique, dans un parc animalier, il est important que quand vous arrivez au travail, que vous enlevez ce que vous avez pris à la maison pour venir, pour porter vos tenues de travail. Hein, les tenues de protection que vous allez porter seront fonction du travail que vous effectuez. Même quand vous arrivez au travail,
il y a, en fonction de l'acte que vous allez poser ce jour-là, il y aura encore des suppléments à faire. OK? Quand vous avez fini le travail, vous vous défaites de ce que vous avez porté au travail, vous mettez vos tenues de ville pour pouvoir rentrer à la maison. Voilà ce que je peux conseiller. Si vous pouvez, Valérie ou d'autres personnes veulent ajouter, ça sera super. Merci. Merci beaucoup, docteur Guy. Donc, nous comprenons que la tenue de travail doit rester au travail, comme le nom le dit, et doit se laver, nettoyer, sécher. Tout doit se faire au travail et non amené à la maison. Euh, Docteur, et notre occupation, quels conseils pourrions-nous donner aux personnes qui transportent, surtout nous, les chasseurs et ceux qui viennent d'intérieur, qui transportent la viande sur la tête? Quels sont les conseils qu'on peut arriver à leur prodiguer? Bon, euh, donc vous-même, vous êtes d'accord que ce genre de transport, théoriquement, selon les principes de l'hygiène, ça ne doit pas se faire. D'accord? Pourquoi? Parce que, par exemple, quand vous transportez sur la tête, voyez le sang dégouliner, non seulement sur vous, mais sur la route. Rappelez-vous que les maladies que nous avons eues ces temps-ci, que ce soit Ebola, que ce soit Corona, on dit que ça vient du monde animal, hein. Dans le cadre d'Ebola, bon, je n'ai pas le cas zéro de l'épisode actuel, mais dans les autres cas, on nous a dit que ce seraient des chasseurs qui sont venus avec cela de la forêt. OK? Eh bien, ces chasseurs se sont contaminés par le sang. Donc, il est important pour le chasseur de conserver son gibier dans une glacière isotherme, ou bien en tout cas dans quelque chose qui est hermétiquement fermé, de sorte que le sang ne va pas dégouliner partout sur son chemin jusqu'à la maison. Voilà. Donc, il faut conserver le gibier. Je ne rentre pas dans les détails parce que si je dois rentrer dans les détails de l'hygiène, on ne va pas s'en sortir. On va me dire immédiatement que ça n'existe pas. Mais le fait d'avoir un récipient hermétiquement fermé, déjà, ça règle pas mal de problèmes. Voilà. Merci. Merci, docteur. Un récipient hermétiquement fermé règle pas mal de problèmes. Nous avons une autre préoccupation dans le chat. Quels sont les équipements de protection individuelle recommandés aux agents vétérinaires au marché de gros et petits bétail? Qu'est-ce qu'on peut dire comme mot? Bon, quand il dit marchand de gros, c'est marchand de gros de quoi? De poisson, de viande? C'est la même De chose. bétail, de bétail. Détail. OK. Gros et Ça petit. sera OK. Ça sera la même chose. Il faut au moins sa blouse, d'accord? Il faut au moins ses bottes. Déjà, ça, vous êtes protégé. Parce que très souvent, nos marchés de bétail, malheureusement, ne répondent pas à certaines normes, ne répondent pas aux normes, si je peux le dire. D'accord? Donc, protégez-vous les pieds avec des bottes. Protégez-vous le corps avec des blouses. Et puis, vous pouvez aussi vous protéger le nez avec des masques parce que souvent, il y a la poussière qui est beaucoup soulevée et sont, euh, ces poussières-là peuvent contenir des agents pathogènes. Maintenant, quand on va rentrer à l'abattoir, il est important, bien sûr, de se protéger les pieds. D'accord? Vous protégez les pieds, vous protégez le corps, vous protégez les mains, si possible, hein. Les gants sont nécessaires pour pouvoir attraper le couteau d'inspection. Et puis, n'oubliez pas de protéger aussi la tête avec les calots. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Notre occupation de collègue, c'est comment gérer les équipements de protection individuelle en cas de maladie pour le vétérinaire. Est-ce qu'il y a-t-il de contre-indications formelles pour un vétérinaire à se rendre sur le terrain, surtout dans les fermes?
quand le vétérinaire est malade, déjà, il doit être exclu du système de production ou du système de traitement. Donc, il reste à la maison jusqu'à ce qu'il soit guéri. Voilà. J'ai, euh, on a une collègue qui est dans une zone d'énorme production de volailles et elle-même, elle est productrice de volailles. Pour cela, elle refuse totalement de se rendre dans les fermes des autres. Même si on l'appelle pour aller soigner les animaux, les poulets des autres, elle refuse parce qu'elle se dit que elle est exposée avec sa ferme, donc elle ne peut pas se rendre dans une autre ferme, par exemple. Donc, si vous êtes vétérinaire, vous êtes malade, pardon, éloignez-vous du système. Restez à la maison jusqu'à ce que vous guérissiez. Merci. Merci beaucoup, docteur. Euh, une autre préoccupation, c'est le collègue se pose la question de savoir qu'en est-il des acheteurs de la viande à l'abattoir ou aux boucheries. Il leur faut, euh, est-ce qu'il leur faut aussi un équipement spécifique, sachant que pour certains, ils vont manipuler la viande achetée. Oui, je connais, je comprends très bien la question. J'ai travaillé 10 ans dans les abattoirs et dans les marchés. Je sais ce qu'il en est. Et je connais la qualité de nos marchés. Si nous voulons respecter les règles, le boucher, il a sa tenue. Et la tenue du boucher, c'est la blouse, ce sont les bottes et souvent des gants. Souvent des gants, mais il arrive qu'il découpe. Et puis, il y a aussi le calot qui est obligatoire aussi. Ça, c'est la tenue du boucher. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, mais c'est sa tenue. Donc, calot pour protéger les cheveux, des gants, la blouse et des bottes. Ça, c'est ce qui est conseillé. OK, d'accord. Merci beaucoup, docteur. L'autre question, c'est quelle stratégie pouvons-nous appliquer pour sensibiliser le vétérinaire à l'importance des équipements de protection individuelle? Le vétérinaire, les paravétérinaires, les agents, etc., théoriquement, dans leur cours à l'école, ont été formés, ils ont été sensibilisés à ces éléments-là. Donc, formation initiale, ils ont été formés. Aujourd'hui, ils sont sur le terrain. Il est important qu'on rafraîchisse de temps en temps leur mémoire sur l'utilisation des EPI. Mais à la base, ils ont été formés. J'ai été dans un autre pays où je vis quelquefois. Je suis parti à l'école vétérinaire. Eh bien, le port des gants, ça fait partie des TP et c'est noté. Une semaine de TP, juste pour la façon dont il faut porter les gants. D'accord? Ça veut dire que dans nos écoles, cela doit être enseigné à la base. Est-ce que cela est fait? Je ne sais pas. Mais il est important que le professeur chargé de l'hygiène, par exemple, apprenne l'utilisation des gants. Pas seulement hygiène, d'ailleurs, chirurgie également. On doit nous apprendre à porter les gants et à nous habiller aussi. Voilà. En cas d'épidémie, comment est-ce que il faut s'habiller pour faire face aux différentes maladies? Merci. Merci beaucoup, docteur. Donc, si je retiens bien, donc, dans le curriculum de formation de vétérinaire, il faut mettre un accent essentiel sur euh, les équipements de protection, comment le porter et quand il faudrait les enlever et faire beaucoup de pratiques sur ça pour que ça devienne un comportement facile pour le vétérinaire qui est sur terrain. En effet. Et l'autre question aussi, c'est la grande provisionnement en équipement de protection.
dans les zones éloignées et surtout dans le contexte de crise sanitaire. Est-ce que vous avez commencé à entrevoir la lumière sur cette question ou bien on reste toujours dans le noir, Euh, docteur? bon, et puis à la pratique. Je vous dis, par exemple, que j'ai travaillé 10 ans donc, dans les abattoirs et les marchés et je sais comment nous travaillons. OK? Nous n'avons pas forcément de protection, nous étions exposés. Et c'est la même chose. Quand vous vous éloignez, même dans les grandes villes, il y a des problèmes, à plus forte raison quand vous vous éloignez des grandes villes. OK? Donc, c'est un problème réel. Je ne dirais pas que c'est un problème de politique nationale, mais c'est la réalité. Voilà. Nous tous, dans tous nos pays là, nous avons ce même problème. Et j'espère qu'un jour, nous allons les régler. Merci. Merci, merci, docteur. Nous vous rappelons qu'il y a le lien au niveau du chat où il faudrait donner votre feedback aujourd'hui. N'hésitez pas d'améliorer prochainement la manière dont on fait. Et surtout, ensemble, nous arrivons à quelque chose. Docteur, l'autre préoccupation au niveau de collègues, c'est quel est, est-ce que One Health a-t-il pensé aussi au personnel qui tombe malade, au personnel qui se contamine au niveau du lieu de travail? Est-ce qu'il y a-t-il des mécanismes de prise en charge ou d'algorithmes ou de protocoles dans ce sens-là? C'est- Oui, pour répondre à cette question, que ça va varier d'un pays à l'autre, mais dans le cadre du droit du travail, je pense qu'il y a des dispositions qui sont prises pour les maladies au travail. Donc, le mieux serait de s'adresser aux spécialistes de médecine du travail pour avoir une réponse à cette question. Parce que si vous êtes malade pendant c'est l'employeur qui doit vous prendre en compte. Donc, s'il vous plaît, voyez les spécialistes du droit du travail, ou bien, bon, je ne sais pas, docteur Valérie peut-être peut nous aider ici. Nous devons voir pour moi, il faut voir les spécialistes du droit, les collègues spécialistes de la médecine du travail qui vont nous donner les dispositions qui nous protègent quand nous travaillons. Valérie, est-ce que tu aurais une réponse pour cela? Merci Docteur bien. Valérie, Merci allez-y. de la conversation. Donc, la question, j'ai entendu en train de te répondre. Vous pouvez me la répéter rapidement, essayer de la prendre, s'il vous plaît. Oui, oui. Comment pouvons-nous, est-ce que One Health met-il en place des mécanismes de prise en charge pour le personnel, le vétérinaire qui se font infecter ou contaminer sur le terrain? Comment on gère les accidents exposant au sang et toute cette panoplie? Merci beaucoup. Donc, j'avais eu la queue de la réponse. J'aimerais dire tout d'un coup, c'est que, ou d'emblée que, eh bien, dans tout ce que nous faisons, les SOP, les modes opératoires standards doivent être mis pour ce que nous faisons comme travail. Et c'est notamment, par exemple, l'exposition au fluide en cas, par exemple, d'un accident avec objet piquant et tranchant. Déjà, dans la profession, dès le départ, cela doit être mis. Je rappelle bien qu'en dehors du fait que nous devons avoir un lien, un link ou un personnel chargé pour la prévention et contrôle des infections afin de pouvoir rappeler. Rappelez-vous que ce que nous faisons, c'est un travail d'équipe, c'est multidisciplinaire. Quand déjà One Health, c'est multidisciplinaire. Et même PCI déjà, prévention et contrôle des infections, c'est multidisciplinaire. Eh bien, il doit exister un SOP qui dit en cas d'accident, voilà le premier geste que nous posons. Voici la ligne hiérarchique qu'il faut suivre pour le rapportage de cet accident-là et comment il doit être pris en charge. Et tout cela est associé aussi à ce que nous avons, eh bien, on appelle médecine du
travail, mais appelons-la de façon tout à fait nouvelle de ce qui se fait, c'est la santé et la sécurité au travail. Santé et sécurité au travail. Alors, il existe plusieurs départements qui vont pouvoir agir ensemble. Ici, déjà, nous sommes avec le département de la médecine animale. Nous avons là-dedans tout le département de la médecine du travail et de la santé humaine qui intervient là-dedans. Mais également, nous prenons le ministère qui édicte les lois par rapport au travail et principes par rapport au travail. Et en ce moment-là, nous avons, en plus de cela, la couverture santé universelle, ou si nous n'avons pas cela, nous avons la sécurité sociale qui est associée à cela. Parce que la couverture santé universelle peut ne pas être de mise, mais nous savons très bien que les histoires telles que la SONAS, telles que l'INSS, je crois, l'Institut national de sécurité, c'est des choses qui sont mises là-bas, l'assurance qui est mise pour ce travailleur-là. Donc, en signant aussi le contrat, dès le départ, nous rentrons sur les aspects où nous savons que quand on recrute quelqu'un, il faut qu'il y ait toute la batterie de vaccination que la personne doit recevoir. Hein? Donc, tous ces éléments entrent en jeu de façon à pouvoir maximiser les chances de réduire le risque et de protéger également le travailleur et protéger sa famille et protéger également ses collègues par rapport à tout cela. Donc, c'est toute une batterie qu'il faudrait mettre en place et One désormais et maintenant, nous devons essayer de pouvoir faire cette approche multidisciplinaire pour produire les documents qui manquent et faire adopter des lois au niveau du pays qui permettraient de protéger le travailleur. Je ne sais pas si cela est une contribution qui nous y aiderait. Merci. Merci beaucoup, docteur Valérie, pour la contribution. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres collègues qui ont des choses à ajouter? OK. Il y a un collègue qui dit merci pour la formation de ce jour qui nous permettra de mieux sensibiliser les agents vétérinaires de terrain sur l'importance d'utilisation des équipements de protection individuelle adaptés afin de réduire les risques liés à leur travail. Merci beaucoup, chers collègues. De commentaires, des ajouts par rapport aux équipements de protection individuelle et les indications en médecine vétérinaire. Si je peux ajouter, Allez-y, docteur. sincèrement, très souvent, je pense que j'en ai discuté un peu avec un collègue qui est en ligne hier. Très souvent, dans les zones éloignées, mais dans les grandes villes, il n'y a pas de matériel. Et on vous demande de faire le travail. S'il vous plaît, n'ayez pas peur de mettre un peu d'argent de côté de votre poche personnelle pour acheter vos blouses, pour acheter vos gants, pour acheter vos bottes. Ça ne va pas vous coûter enfin, énormément cher, mais au moins, ça aura l'avantage de vous protéger. Donc, s'il vous plaît, sacrifiez-vous quelque part pour votre protection. Parce que le travail qu'on vous demande là, vous allez le faire. Merci. Merci beaucoup. Se protéger soi-même grâce aux équipements de protection nous permettra de continuer à travailler sans les équipements et le pourcentage de chances de redevenir travailler devient très réduit. Avons-nous d'autres commentaires, chers collègues? De commentaires, questions, suggestions? Oui, docteur Dixon, c'est aussi une belle Allez. opportunité. C'est aussi une belle opportunité de pouvoir dire que les défis d'approvisionnement en équipements de protection individuelle et même justement tous ces principes nous appellent à pouvoir justement envisager un webinaire pour parler de tous ces aspects d'approvisionnement parce que maintenant qu'on parle One Health, ça veut dire qu'il faut avoir un dépôt que tous les secteurs là, les environnementalistes, santé animale, santé donc environnementale, santé humaine, ainsi de suite, que nous puissions avoir éventuellement dans le cadre de One Health
euh, une structure qui permettra à ce que nous puissions avoir un approvisionnement tout en déterminant pour province, pour chaque territoire, notre état de besoin, ce dont nous avons besoin justement, à quel moment, quel est le stock minimal que nous avons, de façon à ce que le pays puisse essayer de pouvoir gérer ce genre de choses. Parce que si je reviens un peu sur les aspects vétérinaires, très souvent, on regarde et on voit que ceux qui exercent ont difficile à avoir leur propre équipement de protection individuelle. Pourtant, avec One Health maintenant, on se réalise qu'il y a beaucoup de pathologies qui peuvent être transmises à l'homme et le vétérinaire est mis aussi en danger et qu'il faudra vraiment le protéger parce que ce n'est pas parce que lui s'occupe des animaux qu'il ne peut pas lui porter les équipements de protection individuelle parce que ça donnait cette impression que eux pouvaient travailler sans les équipements de protection individuelle. Mais ce que docteur vient de présenter nous met vraiment la puce à l'oreille pour dire, hey, tirons attention à ce moment-ci. Hein, et le vétérinaire, pour pouvoir, si on en perd un, c'est difficile de pouvoir en remplacer. Les études que les vétérinaires font, c'est une longue durée. Et ce n'est pas du jour au lendemain qu'on en a un qui est bien cuit et qui est tout à fait prêt pour pouvoir rendre service à la communauté. Donc, c'est vraiment une interpellation pour moi, de façon à ce qu'il y ait un grand message, comme vous l'avez dit, tout en sortant ici, protégeons-nous, protégeons nos familles, protégeons nos patients, parce que aussi le faire passer une maladie d'un animal à un autre reste une histoire où nous mettons les gens à risque, exactement. Parce qu'avec tout ce qu'on a comme mesure d'isolement, on arriverait aussi à isoler des animaux qui sont malades. Et pour conclure, je me rappelle que nous avons eu une ferme. Et dans cette ferme-là, nous avions eu une épidémie de tuberculose chez les bovins de type africaner. Mm. On a fait les battages et la ferme a été fermée pour un temps et on ne pouvait plus faire de l'élevage jusqu'à un certain degré. Je ne sais pas si le docteur peut faire un commentaire autour de cela. Merci. Oui, c'est effectivement la politique de quarantaine que nous faisons pour différents types d'animaux, hein. Pour chaque type de maladie, nous avons des principes qui sont clairs. Je prends, là, tu as parlé d'un cas de tuberculose. C'est pas aussi contagieux, par exemple, que la peste porcine africaine. La Côte d'Ivoire sort d'une épidémie de peste porcine africaine où quand ça arrive, ce n'est pas la ferme seulement qui est concernée. Toutes les fermes qui sont dans un rayon de je ne sais pas combien de kilomètres sont les animaux de toutes ces fermes autour du foyer sont systématiquement abattus. Et une quarantaine est observée. Et c'est au bout je pense, 90 jours, je ne sais pas combien de temps, que après avoir désinfecté la zone, après avoir mis des animaux sentinelles pour être sûr que ces animaux-là ne contractent pas la maladie, eh bien, c'est après tout un protocole que l'on va permettre à ces éleveurs de reprendre leurs activités. Donc, nous avons différentes maladies contagieuses comme ça pour lesquelles nous observons de grandes quarantaines. Il y a la grippe aviaire également qui fait le même objet. Donc, en fonction des pathologies, nous avons des exigences. Donc, ça fait partie de notre biosécurité. Et nous devons observer ces lois-là. Voilà, merci. Merci, docteur. Une préoccupation de plus en matière de port de gants au niveau de vétérinaire, est-ce que cela peut-il aller dans le même principe qu'en médecine humaine, comme on dit en PCI, en prévention contrôle des infections, un patient, une paire de gants, ou un geste, une paire de gants? Est-ce que en médecine vétérinaire aussi, en temps normal et en épidémie, est-ce qu'on peut aussi appliquer le même principe? Exactement. C'est pour cela que nous avons dit, protégez-vous. Nous nous protégeons en tant que soignants, nous protégeons nos patients. OK? Vous avez soigné un animal, vous n'allez pas prendre les mêmes gants pour aller sur un autre animal. D'accord? Donc, pour passer d'un animal à un autre, vous devez enlever les gants que vous avez utilisés. Ça, c'est la bonne pratique. Merci. Merci beaucoup, chers collègues, de commentaires, de suggestions.
Voilà. Apparemment, nous avons épuisé le commentaire, nous avons épuisé toutes les questions et moi, je suis très ravi d'avoir été avec vous, docteur Gujara, Merci. surtout de m'avoir rappelé que le médecin vétérinaire, ce n'est pas une vieille blouse blanche, rugueuse et plein de sang. Ça, c'est quelque chose de très important parce que c'est l'image qu'on a toujours, nous nous disons, c'est toujours plein de sang, comme si nous étions dans une boucherie. Nous disons merci pour le temps que vous avez pris pour nous rappeler. Nous espérons aussi que vous reviendrez encore sur un autre sujet de même type ou encore plus loin dans One Health. On va encore aller plus loin. Nous espérons vraiment que vous aurez l'opportunité et le temps de nous former encore et nous informer sur d'autres sujets. Chers collègues, je pense que nous allons laisser Dr. Guijera le temps de dire son dernier mot. Après, nous allons clôturer cette session d'aujourd'hui. Merci. Mais avant, peut-être il y a Yannick qui a levé la main. Je ne sais pas si tu prends une dernière question. Oui, Yannick, allez-y. Merci beaucoup. Excusez-moi pour ce retard, la manipulation de- du téléphone. Je n'ai pas mon ordinateur avec moi. En fait, Non, pas j'avais de une problème. préoccupation lorsque vous avez intervenu en fonction d'une épidémie qui peut facilement atteindre une ferme et ces animaux seront abattus et pour protéger l'environnement. Alors, je me suis posé la question, les sorts de tous ces animaux qui seront abattus, ils vont finir où? À la cuisine, ils seront enterrés par rapport aux conséquences liées à, par exemple, hein, en cas de porcine, Alors, la peste porcine, je me pose la question, ils vont finir à la marmite, ils seront enterrés. Quelle est la conséquence, l'impact environnemental si jamais ces animaux qui portent de virus se retrouvent à la marmite? d'accord. Merci beaucoup. Merci Yannick. Déjà, tu te rends compte que si on a tué un animal malade dans une ferme contaminée, le fait de transporter de la ferme jusqu'à la maison, nous allons certainement contaminer l'environnement. Donc, ce que nous faisons dans ces conditions, par exemple dans le cadre de la PPA, nous abattons les animaux sur place. Sur place, nous faisons une grande fosse. Les animaux sont enterrés avec de la chaux vive. Ils sont enterrés, enfouis avec de la chaux vive et on recourt. euh, il est interdit d'abord, avant tout, avant l'abattage même, il est interdit de déplacer les animaux de cette ferme vers quelques endroits que ce soit. Ensuite, on les abat eux tous et on les enfouit avec de la chaux vive dessus avant de recouvrir. Voilà. Merci beaucoup. Merci, docteur. Oui, avant quelqu'un d'autre qui a une préoccupation, deux ajouts, avant que nous Oui, passions la main à docteur. oui, oui, docteur, je suis là. Pour- J'ai une Allez-y, préoccupation. allez-y, Arsène, allez-y, Je m'excuse, je allez-y. n'ai pas mis la main. Une question me vient en tête après la question sur ce qu'on fait des animaux qui ont, par exemple, en cas d'épidémie. Le docteur vient de dire qu'on les abat tous et on les met dans une fosse. Alors, moi, ma question est purement, je peux dire, économique. Et qu'est-ce qu'on fait pour les propriétaires de cette ferme? Il y a une compensation quelconque qui est prévue et on les laisse partir comme ça. Merci. Yeah. Bon, déjà, pardon, hein, on utilise le mot épidémie, mais épidémie, c'est en santé humaine. En santé animale, on parle d'épizootie. OK? L'équivalent en santé animale, mais bon, en santé animale, souvent on utilise épidémie, mais c'est épizootie. Euh, ça dépend d'un pays à l'autre, hein, si je peux répondre à ta question. Ça dépend d'un pays à l'autre. En Côte d'Ivoire, par exemple, les propriétaires des animaux, effectivement, reçoivent une indemnisation. Mais cette indemnité-là, vraiment,
un animal, par exemple, je dis n'importe quoi, qui coûte 100 000, on va te donner 10 000 ou bien 15 000. Je ne sais pas ce que ça peut réparer. L'idéal serait que dans nos pays, que nos producteurs pensent à mettre en place des systèmes d'assurance. Ça, c'est important. OK? On doit mettre en place des systèmes d'assurance qui permettraient, en cas d'épisode aussi comme ça, de faire des compensations. Mais ce n'est pas toujours qu'on y pense, mais cela est capital parce que c'est catastrophique quand on va tuer 100 000 têtes, par exemple, en un rien de temps, on élimine 100 000 têtes et les pauvres gens qui ont été victimes, ben, ils vont rester pendant 1 an ou 1 an et demi ou 2 ans avant de recevoir des miettes. Donc, oui, il y a des compensations, ça met du temps et puis ces compensations ne sont pas d'un haut niveau. Merci beaucoup pour la question. Merci, docteur Guy Gérard. Je pense que l'assurance, telle que vous l'avez dit, c'est important d'assurer de manière générale et encore plus nos animaux quand on a eu une ferme. Chers collègues, avons-nous d'autres commentaires? OK. N'oublions pas de remplir la fiche sur le feedback à donner qui est dans le chat. Remplissons, s'il vous plaît, avant de nous déconnecter. Nous donnons la parole à Dr Guy Gérard pour le dernier mot avant de clôturer cette session. Merci Dixon. Bon, pour moi, c'est un plaisir de venir quand je peux ici, hein. Donc, si Valérie m'invite, même vendredi prochain, je serai là. Merci beaucoup, Valérie, de m'associer à ces travaux. C'est- Chaque fois que vous aurez besoin de moi pour parler de mon métier, de parler du One Health, vraiment, je cours et je viens. Merci, Dixon, de t'avoir retrouvé parce qu'on s'est perdu de vue depuis les grands travaux que nous avons faits dans le passé. Et merci à tout le monde de m'avoir écouté en ce jour. Je vous souhaite un très bon après-midi et je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup. Merci, merci, merci pareillement. Bon week-end, bon après-midi à vous aussi et à tous les participants. Nous vous disons merci et nous vous donnons rendez-vous pour le vendredi prochain, toujours sur le même lien Eco PCI RDC avec un nouveau sujet, un nouveau modérateur peut-être et aussi un nouveau présentateur, c'est sûr. Bon week-end à tous et on se revoit le vendredi prochain. N'hésitez pas à partager le lien. Partagez le lien dans vos différents réseaux, dans vos différents groupes. Merci et bye Merci. bye. Merci. Merci Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Dr Dixon. Merci, Dr Kwame. Merci beaucoup, docteur Guy. C'est nous qui vous remercions. Vraiment, c'était très enrichissant. Merci beaucoup. Merci.